Enoch Tefera, bonjour. Bonjour, Monsieur Benaïch. Vous êtes l'ambassadeur de la Fédération d'Éthiopie, de la République d'Éthiopie. Vous êtes depuis 2018 en poste. Vous êtes un diplomate polyglotte. Vous parlez anglais, vous parlez allemand, vous parlez français couramment. Et vous êtes un homme atypique puisque vous êtes issu du milieu de l'entreprise. Votre regard nous intéresse parce que vous allez nous décrire et nous décrypter votre pays. L'Éthiopie, évidemment, c'est au cœur de l'Afrique avec un poids considérable par sa superficie et ses voisins, six voisins. Est-ce qu'aujourd'hui, après novembre 2020, le pays est au milieu du gué, surtout après cette guerre déclenchée contre le Tigré? Alors, merci d'abord de me recevoir. Effectivement, l'Éthiopie est un grand pays d'Afrique. C'est un pays de plus de 115 millions d'habitants, plus d'1 million de kilomètres carrés, situé dans une zone très stratégique qui est la Corne de l'Afrique, où transitent, notamment via le Bab el-Mandeb, plus de 1000 milliards du commerce mondial venant d'Asie et du Moyen-Orient. C'est donc un pays très important, à la fois, j'allais dire géographiquement, mais aussi historiquement, puisque nous avons été au premier plan du combat contre le colonialisme et pour la libération de tout le continent. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes le siège de l'organisation continentale qui s'appelait jadis l'Organisation de l'Unité africaine et qui se nomme aujourd'hui l'Union africaine. On va y venir. Oui. Donc, comme vous l'avez indiqué, en novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré a déclenché une guerre contre l'État central, militarisant ainsi un différend politique. Ce Front de libération du peuple du Tigré est un parti politique qui a gouverné et dominé la scène politique, économique éthiopienne pendant plus de 27 ans à partir de 1991. C'est cette perte de pouvoir en 2018, perte de pouvoir liée à la manière dont il avait dirigé le pays, qui avait suscité des manifestations de la part de la population, et notamment de la jeunesse éthiopienne, et qui a amené un groupe de réformistes au pouvoir, réformistes au sein de la coalition au pouvoir, dont est issu bien évidemment le Premier ministre, le docteur Abiy Ahmed. C'est contre ce vent de changement lié à l'aspiration du peuple éthiopien pour la démocratisation du pays. Le pays est un vieux pays, certes, mais la démocratie n'a jamais été pratiquée dans notre pays. Donc cette volonté de démocratiser d'abord, et puis aussi de faire en sorte que l'économie soit libéralisée, puisque c'est une économie dominée par l'État, qui a donc amené au changement que le TPLF, donc ce Front de libération du peuple du Tigré, a contesté et a voulu renverser par la force, en déclenchant une guerre, et elle a d'ailleurs reconnu avoir déclenché la guerre, puisque en novembre, le 13 novembre plus exactement 2020, son porte-parole est venu à la télévision locale à l'époque expliquer le pourquoi et le comment de cette attaque contre l'armée fédérale et contre l'État fédéral pour essayer de s'emparer du pouvoir. Cette tentative a échoué, bien évidemment, et aujourd'hui nous en sommes là. Alors, vous êtes dans une situation de ni guerre ni paix concernant ce conflit. Vous savez l'importance de la sortie de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, comment concevez-vous cette sortie de crise et comment vous la scénarisez? C'est-à-dire que le pays ne peut pas supporter cette situation de flottement et une situation qui pèse en tout cas lourdement sur l'Éthiopie. La volonté du gouvernement, c'est la paix. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a arrêté les opérations militaires et que les troupes fédérales ne sont pas entrées dans le Tigray. C'est aussi pour cela qu'il a déclaré, depuis le mois de mars, une trêve unilatérale pour que justement il y ait la paix. Notre volonté, c'est la paix pour que nous sortons de la pauvreté et que nous assurons le développement de notre pays. Sans la paix, il n'y a pas de développement possible.
Et donc, le gouvernement fait tout en œuvre, met tout en œuvre pour que la paix revienne et prend des mesures en ce sens. Malheureusement, cela n'est pas le cas du TPLF, qui a lancé, malgré la trêve déclarée par l'État, des attaques, notamment dans la région Afar et la région Amara voisine. Ça a été très peu rapporté dans les médias, hélas, occidentaux, je veux dire, mais il y a eu des attaques qui ont fait, notamment dans la région Afar, causer des morts et des déplacements de plus de 300 000 personnes. Donc, il y a une volonté de l'État d'aller vers la paix, manifestée par des actes concrets. Malheureusement, cela n'est pas le cas du côté du TPLF. Donc, il incombe, à notre sens, à la communauté internationale qui, si elle veut vraiment la paix pour notre pays et notre bien-être, fasse la pression nécessaire pour que le TPLF cesse sa posture, puisque, encore une fois, d'après les informations que nous avons, ils font des préparatifs, peut-être pour lancer des opérations militaires. Et donc, il incombe à la communauté internationale de faire et de mettre la pression nécessaire sur le TPLF pour qu'il sorte de cette logique guerrière. Cette situation, vous êtes un homme qui maîtrise la géopolitique, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit l'Éthiopie était sur une très bonne trajectoire de développement. Aujourd'hui, pratiquement tout s'arrête. Comment aujourd'hui analysez-vous cette marche vers la modernisation dans un pays en guerre? Est-ce que, par exemple, votre engagement, notamment dans la modernisation des pays à tous les niveaux, avec plus de 80 ethnies, c'est un pays très complexe, mais quand même, vous avez enclenché un cercle vertueux. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir le poursuivre? Non seulement nous sommes en mesure de pouvoir le poursuivre, mais on le poursuit. Alors, vous savez, l'Éthiopie est un grand pays. Le Tigray représente 6 millions d'habitants sur 115 millions. C'est une région importante de notre pays, mais ce n'est pas toute l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, je dirais, dans les autres parties de l'Éthiopie, nous constatons que, en tout cas au niveau économique, cette année, nous réaliserons une croissance aux alentours de 6%. C'est les projections du ministère des Finances. Donc c'est une croissance, je crois, respectable par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs, y compris dans les pays en développement. Deuxièmement, vous savez aussi que je dirais le sujet clé aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire, et qu'au cours des 3 dernières années, nous avons déployé des efforts considérables pour justement arriver à être autosuffisants et même à être exportateurs en matière de blé. Effort reconnu par la Banque africaine de développement, qui, il y a une semaine, le président de la banque, M. Adesina, l'a reconnu publiquement. Nous sommes aujourd'hui en mesure de produire suffisamment de blé, non seulement pour nourrir l'Éthiopie, mais pour l'exporter vers les pays voisins à partir de 2023. Je crois que nous aurons quelque chose comme 2,6 ou 2,7 millions de tonnes de blé qui seront produits en Éthiopie. Ça a été multiplié plusieurs fois au cours des 3 dernières années. Donc, c'est quelque chose de considérable. C'est un succès qui n'est pas souvent noté, mais qui est réel, qui est tangible et qui répond, comme vous le savez, à la situation internationale où il y a une pénurie en matière alimentaire. Je pourrais dire la même chose en termes de libéralisation de notre économie. Il y a notamment, je peux citer le secteur du télécom, qui jusque-là était un monopole de l'État. Il y a un deuxième opérateur qui est rentré, avec une licence, Safaricom, et nous avons ainsi enclenché, je crois, un cercle vertueux pour permettre au secteur privé de prendre le relais. Au cours des 20 dernières années, on a consenti beaucoup d'investissements et on le fait encore pour développer les infrastructures. On peut parler notamment du grand barrage pour la Renaissance, qui génère plus de 5000 mégawatts d'électricité, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres barrages qui ont été construits. Donc on a construit beaucoup d'infrastructures, que ce soit routières, qu'elles soient rails, qu'elles soient énergétiques ou autres, mais ces infrastructures, pour être réellement efficaces et donner le rendement nécessaire, il faut qu'elles soient utilisées, et pour cela, il faut développer l'activité économique, et donc nous voulons que le secteur privé joue pleinement son rôle dans la création de richesses, dans le développement, notamment dans le secteur agroalimentaire, le secteur des mines, le secteur du tourisme et les secteurs des technologies de communication.
Aujourd'hui, on raisonne en géoéconomie, c'est que votre relation particulière avec la Chine et votre dépendance à l'égard de ce pays, cette Chine qui a voulu faire de vous un atelier du monde par une relocalisation, où en est-on aujourd'hui par rapport au ratio de cette dépendance? Alors, nous sommes un pays qui souhaite attirer tous les investissements, donc tous les investissements, qu'elles soient d'Asie ou d'Europe ou de l'Amérique du Nord. Nous avons un très bon partenariat avec la Chine, mais nous souhaitons développer le partenariat et les relations économiques avec l'Europe, qui existent et qui méritent d'être aussi accentuées. Nous avons aussi un fort partenariat avec les États-Unis, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Nous sommes un des plus gros clients de Boeing et de General Electric, par exemple. Donc, notre souhait, c'est de développer des partenariats multiformes avec tous les acteurs économiques majeurs qui viendront appuyer notre développement. Mais Donc, spécifiquement avec la Chine, est-ce que vous pourrez avec la Chine, nous en alors, il dire y a eu plus? une relation forte parce que la Chine a été prête à mettre des capitaux nécessaires pour le développement d'infrastructures, chose qui est essentielle pour le développement d'un pays. Donc, nous souhaitons attirer tous les capitaux, qu'elles viennent de Chine, de l'Inde, de la Turquie, de la France, des États-Unis, du Japon ou d'où qu'elles viennent, pour développer notre pays tant qu'elles servent notre intérêt. Aujourd'hui, nous avons établi, donc grâce notamment aussi à l'appui de nos amis chinois, des parcs industriels à partir desquels, effectivement, nous exportons des produits, notamment textiles. Et nous souhaitons accentuer cela dans des secteurs comme l'agroalimentaire, comme dans les secteurs des télécoms et des technologies, ainsi que les mines. Donc, nous avons vraiment intérêt à développer des partenariats avec tout le monde. C'est notre intérêt, et diversifier. L'état de la dette, est-ce que vous pourriez nous donner, ça inquiète beaucoup de gens que cette implication, on parle d'un ratio en termes du PIB dans votre relation avec la Chine de 45 à 50%. Vous pourriez peut-être me le confirmer ou pas, mais cette dépendance et cet endettement en direction de la Chine va peut-être poser aussi des problèmes, non? Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais notre niveau d'endettement est relativement bas si on compare à des pays comparables ou même à des pays développés. Nous avons Mhm. un taux d'endettement par rapport au PIB qui, comme vous l'avez dit, correspond à peu près à 45% du Ouais. PIB. Alors, je Mhm. vais pas citer d'autres pays qui ont plus de 100% de leur PIB d'endettement. Donc, il y en a Mhm. beaucoup, y compris parmi les pays développés. Donc, ce n'est pas tellement le niveau d'endettement qui est important, c'est plutôt notre capacité à générer des devises et notamment notre capacité à augmenter nos exportations. Mais depuis 3 ans, nous avons connu, et surtout depuis 2 ans, une forte augmentation de notre exportation. C'était notre grosse faiblesse. Nous avons, je crois, cette année, projetons peut-être 3,5 milliards de dollars d'exportation, alors qu'il était que de moins de 3 milliards il y a encore quelques années. Donc il y a une augmentation importante de la croissance. Les investissements étrangers, donc sources de devises, continuent à augmenter Mhm. malgré la situation qu'on a décrite. Et il y a évidemment aussi l'argent envoyé par les Éthiopiens, nombreux à l'étranger, qui ont accentué l'envoi des devises. Donc tous ces facteurs nous donnent confiance pour dire que nous gérerons et nous arriverons à maîtriser notre manque de devises. Et ce n'est pas un problème d'endettement, c'est plutôt un problème de génération de devises. Et aussi, encore une fois, le fait que le secteur privé prenne le relais dans l'économie, notamment avec des investissements étrangers, permettra de combler ce déficit ou ce manque de devises. Vous êtes, je le disais, issu du secteur privé, notamment de l'entreprise. Vous avez eu un passé, je résume rapidement, à Ethiopian Airlines, à Sky Airlines, mais vous avez un business model qui a fonctionné et qui montre la pertinence de notre vision de l'économie. Mais pourquoi ce modèle n'a pas été généralisé à d'autres secteurs? Comme je l'ai dit tantôt, Ethiopian est géré comme une boîte privée
avec donc une approche commerciale et une stratégie solide et des gens compétents pour la mettre en œuvre et pour le gérer. Nous avons également, je crois, d'autres succès en Éthiopie, notamment récemment les télécoms ont fait des pas de géant, notre compagnie de télécom. Donc je crois que le succès d'Ethiopian, comme vous l'avez très bien décrit, démontre la nécessité de développer une gouvernance d'entreprise, notamment d'entreprises publiques aussi, pour qu'elles soient orientées vers le marché et qu'elles répondent à des besoins du marché et qu'elles soient mises en concurrence. Certes, une concurrence maîtrisée, parce que la concurrence débridée peut mener à des choses pas souhaitables, mais une concurrence internationale maîtrisée ainsi qu'une approche commerciale est celle qui permettent aux champions, à des champions africains d'émerger. C'est ce que nous souhaitons à la fois dans la banque, dans les télécoms, dans l'aérien comme nous l'avons fait. Et je crois que l'Éthiopie a les atouts pour le faire. Elle l'a démontré avec Ethiopia notamment. Comment votre vision est articulée et développée, c'est-à-dire que pour ce secteur, parce que le pays, certes, est en difficulté avec cette guerre, mais comment pensez-vous donc développer cette stratégie pour améliorer et sortir ce pays du sous-développement et de la pauvreté qui est un facteur majeur pour le pays? Alors, le pays a développé un plan multi-annuel qui s'appelle the Homegrown Economic Reform Programme. Donc, une stratégie réelle basée sur la réalité de l'Éthiopie, tenant compte de la réalité internationale et qui est axée sur 5 secteurs prioritaires: l'agroalimentaire, la transformation agricole. J'ai mentionné tout à l'heure que nous faisons des progrès très importants dans ce domaine. Le deuxième secteur, c'est le tourisme. Comme vous savez, nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons une compagnie aérienne qui a à la fois une connectivité internationale et intérieure forte. Nous développons ce qu'on appelle les hôtels et toutes les installations nécessaires pour assurer un bon accueil. Donc ça, c'est un secteur important sur lequel nous travaillons. Troisième secteur, les mines. Nous sommes encore sous-explorés en termes de produits miniers et de production minière. Quatrième secteur, c'est bien évidemment la manufacture, grosso modo, avec nos parcs industriels. Et cinquième secteur, c'est les technologies de communication, où nous avons une stratégie digitale pour transformer, parce que ça a un effet transformateur sur tous les secteurs, comme vous le savez. Donc, nous déployons toutes les ressources nécessaires pour justement amener des changements, parce que la politique, c'est choisir dans ces secteurs qu'on estime prioritaires. Et nous sommes aujourd'hui en train de récolter les résultats, puisque, comme je vous le disais, nous avons une croissance très importante encore, malgré la situation qu'on a connue. Et avec la paix qui revient, nous pensons que nous serons sur une base solide pour justement récolter les fruits des investissements qu'on continue de faire dans les infrastructures, avec le secteur privé qui prendra le relais et qui assurera une création de richesses durables et une transformation de nos économies. L'Éthiopie, je le disais, il y a une position, je dirais, impériale par cette configuration, mais vous avez, comme je le disais, 6 pays, 6 voisins. Comment êtes-vous dans cette interaction avec ces voisins? Est-ce que vous semblez dans une certaine difficulté parce qu'il y a peut-être des choses à régler? Où vous en êtes? Nous avons des très bonnes relations avec tous nos voisins. Nous avons d'excellentes relations avec, par exemple, Djibouti, qui est notre artère principale, en tout cas commerciale. 86 ou 7% de notre flux commercial passe par Djibouti. Nous avons d'excellentes relations avec Djibouti. Nous avons d'excellentes relations avec le Kenya, où nous avons des projets communs de développement, de co-développement, notamment en termes de connectivité. Nous sommes connectés en termes de réseau électrique, nous sommes connectés en termes de réseau routier. Nous souhaitons accroître cela. Nous avons d'excellentes relations avec la Somalie. Et je vois aujourd'hui mon Premier ministre qui est parti à Mogadiscio pour l'inauguration du nouveau président qui vient d'être élu. Nous avons d'excellentes relations également avec l'Érythrée et le Soudan. Nous souhaitons que ce soit des relations apaisées. Nous avons de très bonnes relations avec le Sud-Soudan. Donc, notre souhait, notre intérêt
étant un pays majeur de la Corne, au cœur de la Corne de l'Afrique, c'est d'avoir des relations non seulement apaisées, mais également une intégration forte avec ces pays, avec une intégration d'infrastructures et la possibilité d'échanger et de croître ensemble. Nous pensons que l'Éthiopie seule ne pourra pas se développer comme les autres pays seuls ne pourront pas se développer. Donc on a besoin des uns et des autres pour se développer et pour créer ce marché nécessaire pour avoir un volume important qui nous permettra vraiment d'avoir un développement durable. C'est ça notre souhait. Oui, le barrage de la Renaissance qui était un sujet de contentieux, mais vous avez une détermination à aller jusqu'au bout de sa réalisation. Où vous en êtes dans ce contentieux avec le Soudan, avec l'Égypte? Est-ce que ce barrage peut être un élément de paix entre ces pays alentours? Absolument, nous pensons que ce barrage est un élément de paix et de développement, puisque notre souhait avec ce barrage, c'est de générer de l'électricité qu'on va exporter, y compris qu'on va exporter vers le Soudan, et on souhaite l'exporter vers l'Égypte, si l'Égypte le souhaite aussi. Ce barrage ne consomme pas d'eau, c'est un barrage, certes, qui a un réservoir qui doit être rempli pour générer de l'électricité, mais il ne consomme pas d'eau, il n'y a pas de projet d'irrigation, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Le barrage est presque complet, presque fini. Il a été inauguré il y a quelques mois par le Premier ministre. Nous sommes en train de mettre en place les turbines. Nous aurons le remplissage, la troisième phase de remplissage cette année, entre le mois pendant la saison de la pluie, qui court, comme vous le savez, juillet, août jusqu'à septembre. Donc, ce barrage est fait, il est construit, il générera de l'électricité qui bénéficiera et contribuera au développement et à l'industrialisation des pays voisins. Pour ce qui est de l'Éthiopie, comme vous le savez, 50% de notre population, donc 65 millions d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent de la population française, qui n'a pas accès à l'électricité. Il n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre ne puisse pas utiliser ses propres ressources sans nuire aux autres, ses propres ressources, pour développer son économie et sortir sa population de la pauvreté. Nous ne sortirons pas de la pauvreté sans donner accès à l'électricité à notre population, sans nous industrialiser. Ça va de soi. Donc, c'est ça nos souhaits, et je crois que nos voisins le comprennent. Nous espérons que tout le monde le comprendra et que c'est un projet de coopération et non de conflit. Alors, pour terminer cet entretien, comment définirez-vous les urgences de votre pays dans les mois à venir, puisque aujourd'hui, on voit, il y a une nouvelle guerre froide qui est en train d'arriver. Vous avez des défis internes, notamment aussi ce contentieux interne avec le Tigré. Comment jouez-vous vos cartes pour aller dans cette vision claire de l'avenir? Nous sommes disposés à travailler avec tout le monde dans un cadre qui bénéficiera à tout le monde, c'est-à-dire dans un cadre qui bénéficiera aux deux parties. Nous avons des partenariats multiformes avec différentes parties du monde. Nous souhaitons le poursuivre. Nos priorités, comme je le dis, c'est d'abord d'assurer l'autosuffisance alimentaire et même, compte tenu de nos richesses, à la fois en hommes mais aussi en terre, de pouvoir, et en eau, de pouvoir exporter des produits agricoles. Donc ça, c'est le plus important. Après, il faudra nous industrialiser. Pour nous industrialiser, il faut des infrastructures nécessaires, il faut les barrages, il faut l'électricité. L'électricité propre, d'ailleurs, je tiens à le préciser, donc renouvelable. C'est ce que notre source d'électricité et d'énergie est propre, presque entièrement, puisqu'elle est composée de l'hydro et de l'éolien et du thermique maintenant essentiellement. Donc voilà, notre souhait, c'est le développement. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous souhaitons l'intégration du continent en général et de notre sous-région. Cette intégration économique nous permettra de nous en sortir tous ensemble, et c'est par l'intégration qu'on sortira du sous-développement. Donc, ce sont ça nos axes j'allais dire, prioritaires et d'orientation. Nous souhaitons travailler avec tous ceux qui souhaitent travailler dans un esprit gagnant-gagnant.
Il y a vraiment beaucoup de sujets à partager avec vous. Vous êtes un homme, et on a pu le mesurer, passionné des problèmes du monde, avec une vision et surtout cette maîtrise des langues. Ambassadeur Enoch Tefera, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la République d'Éthiopie en France depuis 3 ans et demi. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir clarifié votre vision du pays et de sa région. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Benèche. Merci beaucoup.